Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous parler de mes recommandations de one-shot, donc des livres qui ne font pas partie de saga, que vous pouvez lire d'un trait et après c'est fini. Parce que je sais que moi je suis une grande adepte des sagas, mais de temps en temps ça fait du bien de se lancer dans un livre et de se dire une fois que j'ai terminé, c'est terminé, je quitte l'univers et c'est la fin. Donc du coup je vous ai concocté une petite liste de recommandations, j'ai essayé de prendre un maximum de genres différents, des livres qui sont traduits, des livres qui sont pas traduits, pour que chacun puisse y trouver son compte. Et j'en profite pour vous dire que normalement il n'y aura pas de vidéo la semaine prochaine parce que je pars demain pour 10 jours de road trip aux États-Unis et j'ai pas eu le temps de faire une vidéo d'avance. Donc du coup si vous voulez voir un petit peu de contenu, je posterai en story sur Instagram et des vlogs normalement sur TikTok. Donc voilà, juste pour vous prévenir que je ne posterai pas dimanche prochain. Et on se lance direct dans les recommandations. Le premier que je prends n'est pas encore sorti, mais il sort très très bientôt. Et c'est La chasseuse et l'alchimiste de Alison Saft qui sort le 1er mars aux éditions Big Bang. Celui-ci, je l'avais demandé en service presse parce que le résumé m'intriguait, mais j'y allais vraiment sans trop d'attente. C'est-à-dire que je pensais pas que ça allait être un livre qui allait fondamentalement me transcender et me plaire. Et j'ai été hyper agréablement surprise parce que j'ai passé un très très bon moment. Je l'ai dévoré et j'ai mis 4,5 sur 5 arrondi à 5. Et voilà, c'est juste une pépite. Si vous aimez le trope de Grumpy Sunshine mais inversé, où cette fois-ci c'est la jeune femme qui est plutôt grumpy et le jeune homme qui est Sunshine, vous allez aimer celui-là. Il y a beaucoup de sujets importants qui sont abordés, notamment la dyslexie, il y a aussi l'anxiété, le classisme, le racisme, et c'est fait de manière, comment dire, très naturelle, c'est-à-dire qu'on va de temps en temps aborder ces sujets mais très en douceur, sans que ce soit en mode on veut parler de ces sujets-là, on va vous parler de l'anxiété tout au long du livre, et ça peut parfois être un peu ça peut prendre le pas sur l'histoire, et là c'est pas du tout le cas, au contraire, je trouve que ça sert vraiment au développement et à la compréhension des personnages, donc j'ai beaucoup aimé. Et pour parler du résumé, on y suit donc Margaret et Welton qui veulent tous les deux participer à la chasse au Hala, qui est une créature mystique, et en fait remporter cette compétition leur permettrait de gagner une certaine somme, et surtout pour Margaret de récupérer le corps du Hala, puisqu'ils ont chacun des motivations différentes. Weston, il a une très grande famille et sa famille est dans le besoin, donc il veut la récompense monétaire. Et Margaret a besoin du corps du Hala pour essayer de recréer la relation avec sa mère qui ne fait que se détériorer depuis des années, et donc ils vont former ensemble une alliance avec donc le chasseur et l'alchimiste, puisqu'il faut avoir ce duo là pour participer à la chasse au Hala. Et c'était trop bien, puisque c'est deux personnages qui ne sont pas très heureux, mais c'est deux personnages qui refusent de parler de leurs sentiments, qui sont très introvertis, qui veulent cacher ce qu'ils ressentent et qui vont être obligés de s'ouvrir un petit peu l'un à l'autre, et c'est trop mignon, vraiment. J'ai rarement autant ri, autant souri, j'ai jamais en fait eu autant d'émotions qui sont passées sur mon visage pendant ma lecture, aussi fortes que du coup j'arrivais pas à les camoufler, et ça je trouve que c'est le signe d'une bonne lecture quand toutes les émotions se lisent sur votre visage. Donc rien que pour ça je peux que vous le recommander si le résumé vous tente. Ensuite, une autre lecture mais encore un peu plus cosy pour le coup, avec le trope de la found family qui est extrêmement bien exploité dans celui-ci, c'est The Very Secret Society of Irregular Witches de Sengu Mandana, qui vraiment est la lecture cosy found family par excellence, autour de l'univers de la magie, puisqu'on y suit notre personnage principal qui s'appelle, j'ai oublié son nom, voilà, Mika Moon, qui a en fait toujours vécu sa vie selon 3 règles importantes: cacher sa magie, toujours avoir la tête baissée, et surtout rester éloigné des autres sorcières, puisqu'en fait il y a ce consensus que si les sorcières sont proches les unes des autres, eh bien le pouvoir qu'elles ont grandisse, et donc il y a beaucoup plus de risques d'accidents. Donc voilà, les sorcières doivent toujours rester très éloignées des autres sorcières, elles grandissent seules et elles vivent seules, c'est hyper triste, jusqu'au jour où Mika, elle va recevoir un message un peu inattendu qui va lui demander de venir voyager dans un tout petit village, vraiment tout caché, une maison au milieu de la forêt qui s'appelle la Nowhere House, pour apprendre à 3 jeunes sorcières à utiliser leur magie. Et ça va être l'occasion pour Mika de tenter une autre vie. Et donc là, on va avoir le trope, comme je vous ai dit, de la found family, avec 3 petites sorcières qui ont un caractère bien différent, un jeune homme très grumpy, donc là aussi on a le Grumpy Sunshine, où cette fois-ci c'est l'homme qui est grumpy et la femme qui est Sunshine. Voilà, avec ce jeune homme Jamie qui veut absolument protéger les 3 sorcières qu'il a toujours vues comme ses filles, et il a peur que Mika, en étant extérieure, représente un danger pour elle. Et donc on va les voir essayer de s'ouvrir un petit peu tous les uns aux autres au fur et à mesure, avec bien évidemment un enjeu un peu maléfique qui pèse dans la balance pour qu'il y ait un peu plus d'enjeu en termes d'intrigue. Et c'était vraiment très très cool. Ça se lit très vite parce qu'il fait moins de 300 pages, et si vous avez aimé par exemple La Maison au milieu de la mer, Céruléenne, oui c'est ça, et Under the Whispering Door, vous allez aimer ce genre de livre, c'est sûr et certain. On reste sur une recommandation avec des sorcières, avec The Nature of Witches de Rachel Griffin, qui celui-ci
va aborder un petit peu le trauma, la sororité et le réchauffement, le dérèglement climatique, puisque on y suit Clara, qui est la première Ever Witch, enfin qui est plutôt une Ever Witch, il n'y en a pas eu depuis des centaines et des centaines d'années, et ça va faire des siècles que les sorcières maintiennent le climat grâce à leur pouvoir. En fait, elles ont une alliance avec les humains où leur présence est cachée, mais en échange, elles luttent contre le dérèglement climatique grâce à leur pouvoir, puisque elles sont en fait réparties selon leur naissance, c'est-à-dire que celles qui sont nées pendant l'été vont avoir leur pouvoir pendant l'été, celles qui sont nées en hiver vont avoir leur pouvoir pendant l'hiver et ainsi de suite. Et notre personnage, Clara, est une Ever Witch, c'est-à-dire qu'elle a le pouvoir de chaque saison pendant que c'est la saison dans laquelle la temporalité se déroule. Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte. Et sauf que Clara, elle veut n'avoir rien à faire avec sa magie puisque ça a causé une tragédie dans son passé qui l'a traumatisée et donc elle ne veut plus utiliser sa magie. Sauf que eh bien, le dérèglement climatique prend de plus en plus d'ampleur et il y a énormément de sorcières qui se retrouvent à mourir en utilisant l'étendue de leur pouvoir et ça les laisse pour mortes en fait. Et donc Clara, c'est la seule personne avec son pouvoir d'Ever Witch à pouvoir sauver la situation, mais pour ça elle doit lutter contre ses traumatismes et essayer de ne plus avoir peur de sa magie et de ce qu'elle est capable de faire. Et pour ça, il va y avoir l'arrivée d'un protagoniste masculin, donc il y a aussi de la romance. Et j'ai vraiment adoré. C'est une histoire qui est plutôt lente et voilà, qui a une action pas forcément hyper présente, qui est plus dans les questionnements. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, je trouve que c'est assez rafraîchissant. Et une très bonne lecture quand vous voulez quelque chose d'un petit peu plus lent. Je l'ai bien annoté d'ailleurs. On continue dans le thème de la magie, de l'ambiance un petit peu mystique avec Spells of Forgetting de Adrienne Young, qui est l'autrice de Fable. Et celui-ci, c'est son premier roman adulte. Il y a un peu un côté thriller, magie, île abandonnée, perdue au milieu de nulle part, qui n'ouvre ses portes qu'à certains moments de l'année, et ça c'est quelque chose que j'adore. Il y a Kousmi qui veut aujourd'hui participer à la vidéo. Dans celui-ci, on suit le personnage de Emery Blackwood, dont la vie a complètement changé le jour où sa meilleure amie en fait a été assassinée par l'amour de sa vie. En tout cas, c'est ce qu'on pense qui s'est passé, puisque August Salt, son compagnon de l'époque, est accusé d'avoir assassiné sa meilleure amie Lily le soir de leur remise de diplôme, donc je crois que c'était la fin du lycée pour eux. Sauf que August et Emery, ils s'étaient promis de quitter leur île ensemble et de ne plus jamais revenir, de se promettre une vie différente. Et malheureusement, suite aux accusations de meurtre, eh bien August va partir seul et revenir que une dizaine d'années plus tard pour enterrer les cendres de sa mère. Je précise que c'est bien enterrer les cendres de sa mère, ça m'avait perturbé aussi, mais il va vraiment enterrer les cendres de sa mère. Et donc voilà, 14 ans plus tard, August revient et il va se reconfronter à son premier amour, Emery, et ils vont essayer un petit peu de comprendre ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là. Est-ce que August est vraiment responsable du meurtre? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui se sont passées? Parce que cette île a visiblement beaucoup de mystères et beaucoup de magie qui est enfouie. Il va falloir commencer à déterrer un petit peu les secrets. C'était trop cool. Franchement, j'avais semi-accroché avec Fable, mais ça vraiment, dans la fantasy adulte, je trouve qu'elle gère incroyablement bien. On part sur recommandation mythologie avec Ariadne de Jennifer Saint. J'ai pris Ariadne parce que j'ai plus comment il s'appelle l'autre, Electra. Et ce que j'adore avec ces livres-ci, c'est que c'est donc des one-shots, vous pouvez les lire séparément, mais ce sont des livres qui vont à chaque fois se focus sur le destin de 3 femmes de la mythologie grecque et venir conter à nouveau leur histoire, mais d'un point de vue beaucoup plus féministe, c'est-à-dire qu'on va taire un petit peu le côté victime et on va les montrer plus comme des protagonistes, voir un petit peu le rôle qu'elles ont joué dans certains événements. Ça va être notamment la guerre de Troie, et les livres de Jennifer Saint viennent amener ce côté beaucoup plus psychologique, on va comprendre un petit peu le rôle qu'elles ont joué. Là, on part sur une recommandation vraiment très actuelle, puisqu'il y a la série qui sort dans seulement quelques jours de Daisy Jones and the Six. Et là, c'est plus une recommandation globale en termes d'autrice, parce que si vous voulez des one-shots qui vous transporteront, mais vraiment dans une réalité alternative, entre guillemets, faut foncer pour les Taylor Jenkins Reid. C'est des one-shots à chaque fois. Par contre, il y a certains personnages qui peuvent revenir dans certains livres. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir lu les précédents, mais peut-être que vous entendrez un nom, vous vous direz « Oh, ça me dit quelque chose ». Et là, j'ai pris mes 2 favoris pour le coup. Daisy Jones and the Six, qui va donc sortir en série sur Prime Video, je crois que c'est le 3 mars, si je dis pas de bêtises. Celui-ci, c'est focus sur un groupe de musique dans les années 80 ou 90, je ne sais plus, et on va suivre tous les problèmes avec les addictions, les tromperies, la célébrité et toutes les problématiques que ça aborde, et c'est sous le format d'interview, donc c'est très cool, et c'est pour ça que je vous recommande notamment de vous laisser tenter par le format audio, qui est vraiment, dans tous les cas, à recommander pour n'importe quel livre de cette autrice, mais tout particulièrement pour Daisy Jones and the Six. Et si vous voulez rester sur le côté célébrité, mais que la musique c'est pas forcément votre domaine, on a The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Et donc on y suit le personnage d'Evelyn, qui est une actrice de cinéma des années 80. Et on va découvrir un petit peu son passé à travers une interview qu'elle accorde à une jeune femme d'un magazine de seconde zone, où elle va accepter de lui parler de son passé, notamment à travers ses 7 maris, puisque c'est aussi pour ça qu'elle est connue notamment.
Et encore une fois, avec Taylor Jenkins Reid, ce qui est incroyable, c'est que c'est vraiment des fenêtres sur la réalité, ces livres. C'est-à-dire, quand on ferme le livre, on a l'impression qu'on a lu un biopic, en fait, et pas de la fiction. Et je trouve que c'est dingue de réussir à nous transcender à ce point-là. Il y a cette notion de réalisme qui est juste dingue avec les romans de Taylor Jenkins Reid, et pour le coup, je vois très rarement d'avis négatifs. On part sur une recommandation que je recommanderais pas si vous n'êtes pas, comment dire, dans un bon état d'esprit mentalement, parce que c'est un livre qui est assez compliqué à lire, mais qui est très beau, très poétique. Moi, j'ai adoré. Et c'est donc The Midnight Library de Matt Haig. Et on y suit le personnage de Nora qui a enchaîné un petit peu les mauvais choix, les mauvaises rencontres, et elle en arrive à un point où elle décide de mettre fin à ses jours. Et elle va arriver dans un endroit qui est un petit peu entre la vie et la mort, et c'est The Midnight Library. Et à cet endroit-là, elle va avoir l'opportunité de choisir un livre, et ce livre-là, ça va lui montrer ce que sa vie aurait été si elle avait fait un choix différent à chaque fois. Et voilà, c'est un livre sur l'espoir, sur les regrets et sur le destin, entre guillemets. Et c'est une vraie pépite, mais c'est pas un livre qui est facile à lire, donc vraiment je vous le recommande pas si vous vous sentez pas de le lire dans la période actuelle. J'ai été obligée de mettre 2 livres de V.E. Schwab dans ce classement, donc forcément j'ai choisi 2 de ces one-shots, ceux que je préfère. Celui-ci, vous l'avez probablement vu passer environ 25 000 fois sur ma page, mais c'est The Invisible Life of Addie LaRue qui est sorti en français, donc La vie invisible d'Addie LaRue, qui est incroyable, très slow burn, un livre assez contemplatif quand on lit dans sa lecture, assez lent, plus lent que ce qu'elle a l'habitude d'écrire, avec une plume assez lyrique mais qui est sublime. Et c'est sur une jeune femme qui va faire un pacte avec un dieu qui répond une fois que la nuit est tombée et qui va lui promettre de la délivrer de son malheur et de lui permettre de vivre éternellement. Mais ce qu'il ne lui dit pas, c'est que plus personne ne se souviendra d'elle, et donc elle va vivre pendant 300 ans sans que personne ne se souvienne jamais de qui elle est. Dès qu'elle sort de leur champ de vision, eh bien la personne oublie en un clin d'œil qu'il l'a rencontrée. Donc c'est 300 ans de vie de solitude jusqu'à ce qu'un jour, à New York, elle rencontre un homme qui va se souvenir d'elle. Et c'est trop bien, c'est une vraie pépite. Même si moi je suis frustrée que ce soit un one shot, vraiment je suis extrêmement frustrée, je ne peux quand même que vous le recommander. Et ensuite on a la version plus jeunesse avec Galante, voilà, de la même autrice, mais là c'est la version plus jeune. Et dans celui-ci on y suit le personnage de Olivia qui a toujours vécu seule dans un orphelinat. Elle est muette mais elle a un pouvoir bien particulier, celui de voir les fantômes. Et donc elle a toujours été très seule jusqu'au jour où elle reçoit une lettre qui lui dit de rentrer à la maison à Galante. Sauf que Galante c'est le seul endroit où sa mère lui a toujours interdit d'aller dans ses journaux, mais elle va y aller dans tous les cas parce qu'elle veut rencontrer sa famille, elle en a marre d'être seule. Sauf que arrivée là-bas, elle va se retrouver attirée à un endroit particulier, à un endroit du mur où les choses semblent un petit peu se détériorer. Son cousin n'a pas l'air très heureux qu'elle soit là, elle apprend que son oncle est mort depuis déjà quelques mois. Bref, il y a plein de choses mystérieuses qui s'y passent et elle va être entraînée là-dedans bien malgré elle. Et voilà, c'était une super lecture, ça se lit très très vite encore une fois. Et celui-ci, je le recommanderais aux gens qui aiment par exemple Mexican Gothic, qui ont aimé Annihilation, qui aiment ces ambiances un petit peu creepy. La transition est toute trouvée, on reste avec une recommandation creepy avec House of Hollow de Crystal Sutherland, qui est lui aussi sorti en français et qui a été un de mes livres préférés de 2021 si je dis pas de bêtises. C'est vraiment un livre très atmosphérique, très sombre, mais que j'ai adoré. On y suit 3 sœurs qui, quand elles étaient plus jeunes, ont disparu pendant 1 mois, si je dis pas de bêtises. Elles ont complètement disparu de la circulation et elles sont revenues 1 mois plus tard avec tout leur poil, donc leurs cheveux et leurs poils tout blancs. Et elles ne se souviennent pas du tout de ce qui s'est passé pendant ce mois-là où elles ont disparu. Et depuis, elles vivent leur vie un petit peu à peu près normalement jusqu'au jour où une de leurs sœurs disparaît à nouveau. Et donc, les 2 restantes vont décider de partir à sa recherche. Et ça va les emmener sur les traces du mystère de leur disparition quand elles étaient enfants. Et j'ai adoré. Moi, franchement, c'est le genre de livre que j'adore, qui me fait vivre plein de frissons, plein d'émotions, donc je peux que vous le recommander à 1000% si vous aimez ce genre de livre. On reste dans le genre de livre qui va vous triturer les méninges avec Small Favors de Erin A. Craig, qui est l'autrice de House of Salt and Sorrow, c'est écrit là. Lui, je vous en ai déjà parlé 1000 fois aussi, j'adore. C'est un livre qu'on ne peut pas vraiment catégoriser. Pendant toute la lecture, on ne sait pas si c'est de la dystopie, de la fiction, de la fantasy, de l'horreur, impossible de savoir, ou même un thriller, parce qu'on est perdu, et c'est un livre qui est trop fun à annoter et à lire en lecture commune parce que on a 1001 théories qui nous passent par la tête. C'est un peu une sorte de huis clos puisque ça se passe dans un village un petit peu en autarcie qui ne sort jamais en fait, où les habitants sortent très peu. Il y a juste de temps en temps dans l'année des missions de ravitaillement qui partent dans la grande ville et qui reviennent. Mais sinon, les villageois ne sortent pas. C'est entouré en fait par une énorme forêt et la vie est régie par des règles jusqu'au jour où l'expédition de ravitaillement ne revient pas. Il y a juste le cheval qui revient et il a été brutalement agressé, on ne sait pas par quoi.
petit à petit, on commence à voir des choses bizarres qui apparaissent dans la forêt, des créatures qui semblent pas vraiment être réelles. Et il y a quelqu'un qui apparaît et qui commence aussi à parler un petit peu avec notre personnage principal. Donc il y a plein de questions. Ça, c'est le début du livre. Plein de questions et plein de théories qui partent dans tous les sens. Je vous en dis pas plus, mais c'est vraiment quelque chose, ce livre. Et on enchaîne avec un autre livre qui va vous faire vous triturer les méninges avec mille et une théories, puisque c'est La Maison des Feuilles. Je vous en ai parlé dans mon récent bilan lecture, mais pareil, c'est un livre qui va vous faire réfléchir du début à la fin, puisque le pitch de départ, c'est qu'on est dans la Maison des Feuilles, où habite en fait une famille plutôt lambda, où le père est un ancien photographe de guerre, et du jour au lendemain, ils se rendent compte dans leur maison qu'il y a une pièce qui apparaît, et qui, quand on en prend les mesures à l'intérieur, n'est pas censé pouvoir exister puisque la pièce est plus grande à l'intérieur que la maison ne l'est en extérieur. Voilà. Donc, physiquement, c'est pas possible que cette pièce existe et donc ils vont partir dans des explorations pour essayer de découvrir un petit peu jusqu'où va cette pièce et qu'est-ce qui s'y cache. Et en parallèle de ça, nous on y suit un autre personnage qui a lu en fait les extraits des expéditions, ce qui se passe dans la Maison des Feuilles et qui réagit tout comme nous en tant que lecteur. Donc on lit la Maison des Feuilles et on a aussi en même temps les notes de bas de page de cet homme qui l'a lu et qui nous dit que ça l'a rendu fou et que les gens qui lisent ce récit deviendront fous, que ce soit demain, dans des jours, dans quelques heures ou dans des années. Donc déjà ça vous met un petit peu le ton. Et voilà, donc on est embarqué dans cette double lecture. Parfois ça peut être perturbant parce qu'on est souvent coupé en fait entre les différents points de vue. On passe d'un point de vue à l'autre, mais moi je trouve que c'est ce qui rend aussi le récit aussi riche. Et attendez-vous aussi à une mise en page toute particulière, puisque voilà, il y a des fois où vous allez devoir lire le livre à l'envers, en diagonale. C'est vraiment une expérience unique de lecture. Je peux que vous recommander en tout cas au moins d'aller le feuilleter pour voir si l'expérience vous tente. Mais moi j'ai passé vraiment un moment vraiment unique avec ce livre. Et il n'en reste plus que deux. Alors, l'avant-dernier, c'est In My Dreams I Hold a Knife, qui est un thriller Dark Academia. Je voulais aussi essayer de recommander un petit peu dans ce genre-là. Et celui-ci, c'est vraiment un livre qui pareil, va vous retourner le cerveau et vous plonger dans la psychologie des personnages, avec des personnages qui sont à peu près tous morally grey et surtout un unreliable character, donc vous pouvez pas savoir si jamais le narrateur est dans le vrai ou pas. Et moi, c'est quelque chose que j'aime énormément. Dans celui-ci, on y suit une college reunion, donc en gros les réunions, vous savez, des années après en mode que sont-ils devenus de leur promotion. Et on y suit notre personnage principal qui est une jeune femme qui n'était pas forcément la plus populaire quand elle était à l'université et donc aujourd'hui elle veut revenir à cette réunion pour prouver à tout le monde que voilà, elle a réussi maintenant dans la vie, elle est pleine de succès, elle est heureuse dans sa vie, elle veut vraiment étaler en fait son succès dans la face des gens avec qui elle était à l'université, sauf que qui s'est passé à l'université. La dernière fois qu'ils se sont vus, c'était autour d'un meurtre, puisque une jeune femme de leur groupe d'amis, à l'époque, a été assassinée et ça n'a jamais été résolu. Et il se trouve que à cette réunion, le frère de la victime est bien décidé à résoudre le meurtre qui s'est passé il y a des années et qui ne les laissera pas partir sans savoir qui est-ce qui a fait le coup. Donc voilà. C'est trop bien parce qu'il y a les flashbacks de l'époque et en même temps ce qui se passe à la réunion. On est en mode on ne sait pas qui c'est, on nous emmène sur 25 000 pistes, on ne sait pas à qui on peut faire confiance et moi c'est quelque chose que j'adore avec l'ambiance Dark Academy en plus à l'université. Donc vraiment il était trop bien. Et pour la fin, j'ai gardé un de mes préférés puisque c'est Under the Whispering Door de TJ Klune qui est traduit aussi en français celui-ci. Et c'est un de mes livres préférés de TJ Klune. Il en sort un d'ailleurs en avril qui s'appelle Lives of Puppets et j'ai trop hâte. J'espère que De Saxus le traduira aussi en français pour ceux qui voudront le lire. Mais celui-ci, c'est un livre, encore une fois, qui s'attaque à un personnage qui n'est pas forcément très aimable quand on entame l'histoire, un peu comme dans La Maison au milieu de la mer céruléenne, où on y suit le personnage de Wallace qui assiste à son propre enterrement. Voilà, il est mort et en tant que fantôme, il se retrouve à son propre enterrement et il se rend compte qu'il n'était pas vraiment aimé parce que c'était un personnage plutôt détestable. Et il y a une faucheuse, voilà, une femme qui va venir le voir en lui disant bah voilà, vous êtes mort, maintenant il faut passer de l'autre côté. Et on va l'emmener dans un petit salon de thé, dans un petit village, pour lui demander de traverser, sauf que Wallace, eh bien, il se rend compte qu'il n'est pas du tout prêt à quitter sa vie, il n'est pas prêt, voilà, il veut pas, il refuse de passer de l'autre côté, et donc on lui accorde un délai, on lui dit, bah écoute, t'as une semaine pour finir ce que tu voulais faire dans ta vie, et après t'es obligé de traverser, voilà, t'es obligé de partir complètement, c'est fini, et donc pendant une semaine, eh bien, on va y suivre Wallace, qui va essayer de vivre tout ce qu'il n'a pas vécu, et surtout d'avoir un regard critique sur ce qu'il a fait pendant sa vie, tout en étant accompagné donc de notre second protagoniste masculin, qui tient ce coffee shop un peu, enfin ce tea shop, je sais plus si c'est thé ou café, bref, ce salon de thé, je crois que c'est un salon de thé, c'est ça, qui est en même temps aussi donc l'endroit qui fait passer les âmes vers l'au-delà, et donc on va aller suivre un petit peu ce trope aussi de la Found Family qui était trop bien, et encore une fois, je peux que vous le recommander si vous aimez les livres un petit peu cosy et surtout que vous avez aimé La Maison au milieu de la mer céruléenne.
Et voilà qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre one-shot favori, puisque ça m'intéresse vraiment, j'essaye d'en lire de plus en plus. Donc n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. Et puis sur ce, moi je vous dis à dans 2 semaines. Ciao ciao.